Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour une 93e Clé du Monde. Likez, partagez cette vidéo pendant que vous y pensez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Soutenez-nous via Tipeee. Tous les liens sont en description. C'est très simple. Et si vous voulez appartenir au cercle des amis de Paix et Guerre et avoir des contenus exclusifs en plus chaque semaine, eh bien, c'est tout bête et ça ne coûte, à vrai dire, tout de même que quelques euros par mois. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous donner mon évaluation concernant l'accord conclu par Trump sur Gaza à Sharm el-Sheikh et sur ses suites surtout possibles, mais aussi ce qu'il révèle de l'attitude américaine plus globale, plus générale vis-à-vis du reste du monde et notamment aussi vis-à-vis de l'Europe et de la Russie. Et en Europe, c'est assez clair. Bon, ça se passerait presque de commentaires. Pour la Russie, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, dans une deuxième partie, au lieu de revenir sur le conflit ukrainien par le menu, etc., et sur les tenants et les aboutissants de l'impasse actuelle, comme je le fais souvent, je voudrais prendre un peu de hauteur pour vous montrer, en fait, le paradoxe qui est assez dangereux de la situation en Ukraine et ses conséquences possibles pour la sécurité en Europe et pour d'ailleurs la sécurité du monde entier. En gros, je ne déflore pas le sujet, mais enfin, si vous voulez, à force de gagner la guerre sur le terrain, est-ce que Poutine pourrait la perdre politiquement ou devoir la faire pour de bon ? Bon, alors donc Gaza, il y en a plein les télévisions, plein les documentaires, etc. Donc je ne vais pas vous raconter par le menu tout ce qui a été décidé et signé en Égypte hier. Ce qui est formidable, c'est que les derniers otages sont rendus à Israël, les otages pris par le Hamas, et en échange, il y a des otages, évidemment on appelle des prisonniers, mais enfin ce sont quand même très largement aussi des otages pour la plupart d'entre eux, palestiniens aux mains d'Israël depuis longtemps, qui évidemment en bien plus grande quantité, qui sont aussi en passe d'être rendus. Donc il y a une espèce de climat d'euphorie qui est bien compréhensible, mais qui doit quand même nous inviter à le dépasser et à rester extrêmement prudents, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un accord de paix, hein. Il s'agit d'un simple cessez-le-feu, il s'agit d'une trêve, malheureusement, très probablement. Il n'y a pas de solution politique viable, en tout cas du point de vue palestinien envisagée, puisque du point de vue américain, c'est l'idée d'un grand board dirigé par les États-Unis, avec éventuellement une sorte de gouverneur du protectorat palestinien qui serait un Anglais, un Occidental, enfin en tout cas, voilà. Et puis après, en dessous, quelques technocrates palestiniens pour faire bonne figure, bonne mesure. Mais évidemment, tout ça, ça n'est pas une solution politique, ça n'est pas l'État palestinien, ça n'est pas la libération de la Cisjordanie occupée, ça n'est pas la libération non plus de Gaza. Donc, voilà, c'est pour ça que moi je parle d'une simple trêve et que je dis qu'il faut être pour l'instant extrêmement prudent. Évidemment, Donald Trump, qui est l'artisan de ce succès, parce que malgré tout, c'est un grand succès. On peut dire que pour l'instant, un point d'arrêt est mis au massacre, est mis aux actions militaires de masse meurtrières des forces armées israéliennes. Alors, comme toujours, Netanyahou, lui, ne veut pas croire que c'est la fin de la guerre, il prépare déjà la suite. Trump, lui, fait des grandes déclarations en disant « c'est la fin, t'as compris, maintenant c'est la fin ». Bon, voilà. En tout cas, il survend son succès, Trump, évidemment. Donc on a dit, c'est pas un plan de paix, c'est un peu narcissique, c'est même très, très narcissique. La réalité, c'est qu'il a tordu le bras à Israël, et c'est une bonne chose, pour en finir avec ce massacre à ciel ouvert qui commençait à lui causer des problèmes politiques internes et qui en plus ne menait nulle part, puisque non seulement le Hamas n'est pas mort, loin de là, il continue à recruter, et de toute façon,
Les Israéliens n'ont pas pu en 2 ans de centaines de milliers de kilos de bombes lancées sur la bande de Gaza, ils n'ont pas réussi à réduire le Hamas véritablement, hein, en dépit de ce qu'ils racontent. En revanche, il y a des crimes de guerre à très grande échelle qui ont été commis, et ces crimes de guerre commençaient à fragiliser à la fois Trump au plan politique vis-à-vis de son propre mouvement, et aussi, bien sûr, Netanyahou, parce que certes, il y a comment dirais-je, des sondages très inquiétants qui expliquent, pas la quasi-totalité, mais enfin plus de 80% de la population israélienne serait d'accord avec ce qu'il fait à Gaza. Mais enfin, il y a aussi des manifestations depuis extrêmement longtemps pour le forcer à arrêter ses opérations et à permettre le retour des otages, etc. Donc il y avait quand même des pressions, et on sait bien que Netanyahou, lui, a comment dirais-je, des préoccupations politiques personnelles d'ailleurs, ou plus larges, qui font qu'il ne peut pas non plus se trouver à rebours complet ou face à des manifestations interminables. Voilà, il fallait que ça s'arrête, si vous voulez. Et donc Trump a permis ça, de la même manière qu'il a permis pendant la guerre des 12 jours que Israël ne soit pas mis devant les limites de son efficacité contre l'Iran, en faisant ce petit stop and go que je vous ai décrit à l'époque. Là, il est aussi venu au secours d'Israël, mais avec un accord qui n'est pas totalement mauvais non plus pour le Hamas, puisqu'il prévoit une forme d'amnistie. Bon. Mais il prévoit aussi le désarmement. Et toute la question, c'est le désarmement. Oui, le Hamas a dit qu'il y était prêt, mais pour ce qui concernait les armes lourdes, pas les armes de petit calibre. Et la question, c'est que, évidemment, c'est logique, les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas du tout d'accord sur ce que c'est que les armes de petit calibre ou les armes dites légères, si vous voulez. Bon. Donc, en tout cas, Trump donc, a protégé Netanyahou et s'est protégé lui-même politiquement en faisant cet accord. Alors, la question, c'est que les otages vivants, ceux qui étaient encore vivants au bout de 2 ans, ont été rendus, mais il y a encore 28 corps, je crois. Il y a 28 corps, et le problème, c'est qu'il faut retrouver ces corps. Après 2 ans de bombardements massifs, hein, c'est l'équivalent de 13 Hiroshima à peu près, hein, en quantité de bombes qui sont tombées sur la bande de Gaza. Les images se passent de commentaires. Et eh bien, il y a sans doute des otages qui ont péri dans tout cela, évidemment. Et donc, on n'est pas capable de retrouver ces corps. Et la question, c'est est-ce que le Hamas serait de mauvaise foi ? Ou bien est-ce que le Hamas ou les autres groupements d'ailleurs islamistes qui pourraient avoir eu des otages sous leur contrôle ne sont pas capables en fait de rendre ces corps? Et ça, c'est évidemment un prétexte possible, rêvé pour Israël pour reprendre ses opérations militaires, reprendre la destruction de ce qui reste de Gaza. Bon. Donc, rien n'est réglé, d'autant plus que certains responsables israéliens, et quand même le ministre de la Défense, hein, Israël Katz, ne se privent pas pour dire que de toute façon, dès qu'ils auront récupéré leurs otages, ils ont l'intention de mettre fin au cessez-le-feu et de poursuivre leurs opérations. Donc il y a eu des tweets de Katz notamment, voilà. Donc je vous en lis un. Le grand défi pour Israël après la phase de retour des otages, ce sera la destruction de tous les tunnels de la terreur du Hamas à Gaza, soit directement par les forces armées israéliennes, soit via le mécanisme international qui doit être établi sous la direction américaine. Mais en tout cas, ça va se faire. Voilà. Ils veulent en finir en fait avec le Hamas. Donc ils n'ont pas quitté cet objectif maximaliste et irréalisable. En fait, ils l'ont toujours en tête.
Donc, c'est ça qu'ils appellent démilitariser Gaza, neutraliser le Hamas et ses armes. Et Katz dit qu'il a donné instruction aux forces israéliennes de se préparer pour remplir cette mission. Bon. Donc, et on sait que le Hamas, de son côté, même s'il a dit qu'il était prêt à se démilitariser, il n'a pas accepté sa démilitarisation totale, évidemment, parce qu'il sait très bien que le jour où il va rendre toutes ses armes, on va en finir avec lui assez facilement. Idem pour la destruction des tunnels. Et on voit très bien que démilitariser et neutraliser Gaza, ça ne peut pas se faire sans faire des dommages très au-delà de la notion de dommages collatéraux, donc des dommages civils complètement disproportionnés, si vous voulez. Bon, c'est ça le problème. Donc en fait, soit le Hamas accepte son désarmement, et il faut qu'il ait des raisons de l'accepter véritables et sérieuses, et qui soit respectées, que ce ne soit pas après la course aux assassinats partout sur la planète où que se trouveront ces combattants, soit eh ben, on voit pas comment ça peut véritablement se calmer. Bon. Quand Netanyahou, d'ailleurs, lui-même a dit que le Hamas sera désarmé, que Gaza sera démilitarisé, et que si le Hamas ne se désarme pas tout seul, pas volontairement, eh ben, on le fera par les armes. Voilà. Donc, d'autre part, il continue à dire que la campagne, qu'ils ont eu un très grand succès, mais que la campagne n'est pas terminée, que les ennemis, leurs ennemis sont en train de se refaire, et que donc, soit ça se passe comme ils veulent, soit ils recommencent le blocus, ils empêchent la reconstruction, déjà s'ils ne récupèrent pas tous les corps des otages morts. Donc ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que ces corps sont quand même très probablement, en partie au moins, sous les ruines des bombes israéliennes. Voilà, donc on en est là. Ce qui est net, c'est que, je pense qu'Israël cherchera le prétexte, n'importe quel prétexte pour casser le cessez-le-feu. Alors évidemment, bon, ça contredit ce que dit Trump, puisque Trump dit qu'il a reçu des assurances de Bibi disant que la violence ne reprendrait pas, etc., etc. Mais, bon, donc ça c'est les faits, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont Trump met en scène et se met en scène à travers cet accord et tout ce processus positif, d'une certaine manière, même si on oublie un peu de dire que quand même les États-Unis sont partie prenante des massacres qui ont eu lieu. Et en fait, c'est révélateur de quelque chose de très profond, à mon avis, et de très inquiétant au plan général des relations internationales, l'évolution des relations internationales. Alors, évidemment, avec Donald Trump, il y a des déclarations contradictoires dans tous les sens. Un jour, il veut faire la paix, le lendemain, il veut faire la guerre, il est prêt à tout, il menace, il intimide, il fait du chantage, après, il plaisante. Bon, donc c'est difficile de savoir, c'est un peu une espèce de nuage de fumée permanent. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Je veux dire d'une manière cohérente, conséquente et durable. C'est valable d'ailleurs sur tous les sujets, hein. Pas que sur le Moyen-Orient, c'est valable aussi sur l'Ukraine, comme on en parlera tout à l'heure. Mais la question, ce qui est quand même observable, c'est qu'on est entré dans une phase de désinhibition morale totale de la part des États-Unis et d'offensive tous azimuts, complètement décomplexée, complètement désinhibée, de cette administration américaine et de Donald Trump, qui va très au-delà de la crispation impériale que moi j'observais déjà depuis des années, et certainement depuis le début des années 2000 et 2010, où on voyait bien que l'Empire était crispé, était défié, était crispé. Là maintenant, il n'est plus crispé. Il se détend, entre guillemets, comme un fauve qui se détendrait pour bondir. Et il a décidé d'entrer dans une phase finalement de reconquête des positions perdues,
une espèce de phase de vengeance, de représailles tous azimuts, comme un animal blessé, si vous voulez. Et ça, évidemment, ça passe par le mépris de toutes les règles internationales. On l'a vu avec l'Iran, on l'a vu à Gaza, bien sûr, on le voit au Venezuela, où quand même nous avons affaire à des frappes américaines sur des bateaux, certes pleins, disent les Américains, de trafiquants de drogue, mais enfin, ça ne donne pas le droit de les assassiner comme ça. Enfin, il y a si vous voulez, il y a l'unilatéralité du droit américain, puis maintenant il y a les exécutions extrajudiciaires, voilà, comme ça. Enfin, il y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, on ne demande plus la permission, voilà. Et d'ailleurs, il y a des déclarations de Trump assez délirantes, disant que, en fait, ce qui a desservi les États-Unis au Vietnam, rappelle-t-il, comme en Afghanistan et dans d'autres interventions, mais c'est qu'en fait, les États-Unis ont voulu jouer le politiquement correct et qu'en fait, ils avaient le pouvoir de vitrifier tout le monde, puisqu'ils ont la plus grande armée du monde, la plus grande économie du monde, les plus grands moyens du monde, que personne ne peut vouloir les défier, etc., etc. Bref, il a une vision de l'histoire qui est quand même assez fascinante, mais qu'ils se sont retenus, en fait. Voilà. Alors, oui, certes, il y a peut-être des généraux, que ce soit en Corée ou au Vietnam, qui avaient des visions beaucoup plus radicales de ce que les États-Unis devaient faire, n'est-ce pas? Mais là, on est dans une espèce d'hubris flamboyant. Voilà, c'est le Trump flamboyant qui n'en peut plus mais, qui explique que, voilà, grâce à lui, il se passe des choses extraordinaires. Et c'est vrai que la force de sa personnalité, celle de sa volonté, font bouger des lignes. Pas partout. On voit qu'en Ukraine, malheureusement, il n'arrive à rien. Et c'est tout le problème. Et c'est là qu'est le danger, d'ailleurs. Bon. Donc, il fait bouger des lignes, mais il fait bouger des lignes au prix de renverser toutes les tables, et évidemment de gêner et de choquer et de rendre même énervé un certain nombre d'autres grandes puissances. On va le voir, enfin je vous en parlerai dans la clé du monde de cette semaine. Bon, voilà. Alors évidemment, il voulait le prix Nobel de la paix, ce qui ne manque pas de sel quand même, quand on voit le rôle des États-Unis dans ce qui s'est passé à Gaza, notamment. Mais bon, ça ne le choque pas, manifestement. Ça ne l'empêche pas non plus de mettre en place un certain nombre de moyens pour éventuellement faire un coup d'État au Venezuela et récupérer le gaz et le pétrole vénézuélien. Et d'ailleurs, comme par hasard, on a donné le prix Nobel de la paix à, je dirais, une personnalité vénézuélienne de l'opposition, Machado, qui veut et demande l'aide des États-Unis pour fomenter un coup d'État contre Maduro. Rien que ça. Voilà. Donc en gros, on ne le lui donne pas à lui, mais on le donne à un de ses assets, si vous voulez, un des agents d'influence des États-Unis, et probablement d'ailleurs en lien assez puissant avec la CIA depuis assez longtemps. En tout cas, sa famille l'était. Donc on la met en avant. Bon, on ne sait pas en quoi elle mérite le prix Nobel de la paix, mais elle est, j'allais dire, le bras, entre guillemets, armé du grand faiseur de paix qu'est Donald Trump au Venezuela. Bon. Donc, il y a évidemment une totale défiguration du prix Nobel de la paix, que n'a pas manqué de remarquer d'ailleurs Vladimir Poutine, qui, encore une fois, a essayé de caresser Trump dans le sens du poil. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'il faille faire, mais bon, en disant que de toute façon ce prix était complètement démonétisé, on le donnait à peu près à n'importe qui, et que les accomplissements de Trump n'en demeuraient pas moins éloquents, et que c'était pas grave qu'il ne l'ait pas eu, puisque le prix ne signifiait rien. Bon, voilà, ça mange pas de pain, ils l'ont fait. De toute façon, vous vous souvenez, Obama l'avait fait, il était
à peine président, il n'avait strictement rien fait en tant que président, si ce n'est ne pas être George W. Bush. Mais derrière, ça ne l'a pas empêché de mettre le feu aux poudres en Libye avec notre complicité, et bien sûr en Syrie et partout. Enfin, c'était toute la phase des régime change, n'est-ce pas, des printemps arabes. Voilà. En tout cas, là, on est avec Trump maintenant, et donc c'est la fin de toute inhibition morale. C'est une doctrine de la dominance, comme ils disent en anglais, de la domination par la soumission, par l'agression, par la force, qu'il appelle la paix par la force, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est un refus clair et net, lancé au visage, bien sûr, des Russes, mais aussi des Chinois, du multilatéralisme, du compromis, de toute concession. Voilà, tu te soumets ou tu meurs, et c'est comme ça. Voilà, le monde est un vaste Far West, et on recommence, on croit que ça va marcher. Alors évidemment, là où ça a marché, c'est en Europe. Nous avons été clairement, c'est une phase de recolonisation en fait, des anciennes terres vassales. Donc pour l'Europe, c'est en cours. Bon, on nous a donné le hochet de l'autonomie stratégique européenne, mais enfin la réalité, c'est qu'on est repassé sous un contrôle très strict américain. En Amérique latine, il veut clairement remettre en œuvre la doctrine Monroe, la doctrine de la chasse gardée américaine. Voilà, et le Venezuela en fera peut-être les frais. Israël, c'est clair, il y a une sorte de blanc-seing qui a été donné quand même pendant la guerre des 12 jours, enfin avant, pour qu'Israël attaque l'Iran, parce que de toute façon, Israël ne peut pas attaquer l'Iran sans feu vert américain. Et bien sûr, c'est la même chose pour le Liban, c'est la même chose pour la Syrie, c'est la même chose pour le Yémen, c'est la même chose évidemment pour Gaza. Donc, si vous voulez, l'exceptionnalisme américain qu'on voyait à la peine depuis quelques années est ressorti de sa boîte et est en pleine explosion c'est comme un adolescent, si vous voulez, qui a des boutons partout, ça sort de tous les côtés. Et on voit aussi d'ailleurs dans ce processus une convergence, et ça c'est intéressant aussi à observer. Et je ferai avec un bon spécialiste des réseaux évangélistes, pas seulement américains, mais à travers le monde, je ferai un entretien géopolitiquement incorrect sur ce point, parce que c'est à mon avis un phénomène géopolitique en soi. Il y a une convergence entre l'évangélisme chrétien et le sionisme. Et voilà, avec des relents de suprémacisme, d'exceptionnalisme assumé, en fait, voilà, revendiqué et assumé. Il y a une vision complètement civilisationnelle, jusque chez nous. Il y a des gens qui, chez nous, y croient, qui est, à mon avis, complètement fausse. Des affrontements entre la chrétienté et l'islam, il y a des raccourcis intellectuels, des confusions, des simplifications ahurissantes, mais qui sont faites, et alors avec un peu de verve et de comment dirais-je, de rhétorique, ça passe très très bien, et ça permet au passage l'identification des Palestiniens aux radicaux islamistes, voilà, comme ça permet d'en finir avec cette population, puisqu'elle est radicale, elle est islamisée depuis le berceau, etc. etc. Alors qu'on sait très bien que les motivations de tous les conflits sur cette planète, depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin des temps, sont toujours les mêmes. Ce sont des préoccupations extrêmement prosaïques, extrêmement économiques, extrêmement financières, extrêmement énergétiques. Et c'est d'ailleurs la première chose qu'on escamote et qu'on fait disparaître quand on commence à imaginer des narratifs sur un conflit, voilà, quel qu'il soit. Donc, c'est des motivations beaucoup plus primaires, si vous voulez. L'interventionnisme n'est pas civilisationnel, c'est fini. Même les croisades ne l'étaient pas totalement. Donc, nos croisades, en tout cas interventionnistes, impérialistes ou néo-impérialistes, elles sont à visée économique et financière et très prosaïque. Voilà.
le pétrole et le gaz vénézuélien, le gaz à Gaza, l'éclatement de la Russie et le pillage à grande échelle de ses richesses de toute nature. Bref. Mais évidemment, et là j'en arrive à mon deuxième point, pour remettre en scène cette dominance américaine, évidemment, il faut taper dans tous les coins, tous azimuts, parce qu'il y a évidemment un éléphant dans la pièce qu'on a bien envie de masquer, n'est-ce pas, qui est que la guerre qui a été imaginée, organisée et mise en œuvre contre la Russie, cette guerre qui était unidirectionnelle, elle a échoué, en tout cas jusqu'à présent. Donc, si vous voulez, il y a quand même un vrai défi, un véritable affront. Il y a un affront terrible. Et donc, il faut, j'allais dire, faire diversion, faire oublier ça. Et comme on n'a plus peur de la guerre, et ça, c'est aussi extrêmement dangereux, les élites américaines, manifestement, et les élites européennes, n'en parlons pas, n'ont plus peur de la guerre. Elles ne savent plus ce que c'est, elles n'en ont aucune idée, à vrai dire, et en dépit de leurs moyens, alors dans le cas des États-Unis, c'est encore une très grande puissance militaire, mais dans le cas de l'Europe, c'est quand même un autre sujet, eh bien, on n'a pas peur. C'est-à-dire, on ne visualise pas ce que ça veut dire. Voilà, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc, on met sous le tapis notre impuissance politique et économique patente pour les affaires de nos États, qu'on n'arrive plus à gérer, qui sont surendettés. Bref, enfin, je n'ai pas besoin de faire une photo. Hein, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en France, mais en Allemagne aussi, en Angleterre aussi. Enfin, on a des sociétés qui vont très mal, parce qu'elles sont très mal gérées, parce que c'est... Voilà, parce que ça n'a pas été géré du tout en fonction des intérêts des populations, à part une toute petite frange. Mais, donc, il y a ça, on essaie de déplacer le problème. Donc, on déplace vers la guerre, c'est vieux comme le monde, certes. Et on trouve des gens comme Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense américain, qui explique que les États-Unis ont l'armée la plus puissante du monde dans l'histoire de la planète, n'est-ce pas, que personne ne peut se comparer à eux. Et Trump renchérit en disant « mais notre marché aussi est énorme, personne ne peut s'en passer ». Bref, en gros, vous êtes priés de nous croire, et vous êtes priés, vous avez besoin de nous, vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas, on vous l'explique. Et de toute façon, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, ça va mal se passer pour votre matricule. Voilà. Donc, on est dans quand même une explosion du bris complètement déchaînée, en fait. Et c'est vrai que ça pose des questions importantes par rapport à quand est-ce qu'on retrouve ces esprits, quand est-ce qu'on arrive à bien comprendre les données du nouvel équilibre de la puissance à l'échelle planétaire, quand est-ce qu'on comprend ce qu'est la puissance chinoise, la puissance russe, et partant, quand est-ce qu'on comprend quelles sont les marges dans lesquelles on doit rester pour ne pas risquer des dérapages, une folie, une escalade immaîtrisable. Voilà. C'est ça, moi, qui me frappe de plus en plus, c'est qu'on est tellement déconnecté du réel, et la question à la fin, c'est la question du passage à l'acte. Est-ce qu'on est capable de passer à l'acte, à ce niveau-là de dissonance cognitive, si vous voulez, de perte de repères terrestres? On me dirait, Trump, tant qu'il fait des moulinets comme un Fort des Halles ou une femme à barbe, ça mange pas de pain, c'est pas trop grave. Mais à un moment donné, il peut perdre vraiment la tête, il peut vraiment s'auto-intoxiquer, il peut vraiment croire ce que lui racontent aussi un certain nombre de gens autour de lui. Et il peut, pour ne pas perdre la face, ne plus se contenter de faire le malin, le matamor, juste pour la galerie. Donc on voit que l'empire anglo-américain ou américano-britannique, qui est dans un déclin un peu terminal sur le fond,
par rapport à son exemplarité, par rapport à sa capacité d'influence, par rapport à son attractivité, par rapport à la gestion économique et financière, tous ces pays surendettés, les États-Unis les premiers évidemment, bon, ils ont le dollar, ils ont de la chance, mais on voit bien qu'au lieu de chercher à se réformer, à reprendre des bases plus saines, la fuite en avant est toujours la préférence. Voilà, la préférence. Et donc, on essaie de faire un nouveau Bretton Woods, on essaie d'enrayer la perte d'hégémonie du dollar. D'ailleurs, Trump l'a dit, les BRICS sont contre nous, les BRICS se font contre nous. Enfin, toujours cette vision extrêmement, comment dirais-je, à la fois agressive et qui part toujours du principe que l'autre est forcément un ennemi, forcément un adversaire, forcément quelqu'un qui en veut à ce que vous avez. Et donc, voilà, cette espèce de tentative de recolonisation de ses propres colonies, d'une certaine manière. L'Europe, évidemment. Donc, et tout ça, ça rencontre des visions eschatologiques, notamment celle, bien sûr, de l'extrême droite israélienne, mais il y a toute une vision, si vous voulez, de la fin du monde, de ce qu'on attend. Est-ce que ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale qui va permettre cette immense reset? Est-ce que finalement, il ne faut pas aller au bout de cette pulsion qui est une pulsion nihiliste, qui n'est pas du tout une pulsion constructive, c'est une pulsion de destruction. Et tout ça servi par des technologies, en plus, par les illusions du dépassement de l'intelligence humaine et même de l'humanité tout court, d'ailleurs. Et donc, on arrive à la déshumanisation, en fait. Voilà, donc, si vous voulez, c'est ça qui est inquiétant. On l'a vu sur la manière dont il a raconté ce qu'il avait fait contre l'Iran, alors qu'on sait quand même que les résultats sont discutables, et en tout cas ne sont pas du tout ceux qui ont été mis en avant. Alors évidemment, Netanyahou, il en profite, c'est-à-dire que Trump explique qu'il a retardé considérablement, sinon détruit, sinon annihilé, oblitéré, comme il avait dit, le programme nucléaire iranien. Netanyahou a expliqué que l'Iran, maintenant, il est passé déjà au truc d'après, si vous voulez, développe un programme de missiles balistiques intercontinentaux qui ont dans leur viseur les grandes villes américaines. Donc c'est toujours la même chose, la stratégie de la peur, la stratégie de New York City, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. Ah oui, t'entends, là où est Trump. Donc c'est du pur délire, mais c'est pour entretenir tout ça. Parce que tant que l'Amérique est un espèce de fauteur de guerre perpétuel en soutien d'Israël, ça permet à Israël, évidemment, d'envisager la réalisation de ses rêves. En tout cas, quand je dis Israël, c'est pas Israël en soi, c'est le pouvoir actuel, bien sûr. Et on sait que les objectifs du grand Israël sont extrêmement ambitieux. C'est le sud du Liban jusqu'au fleuve Litanie, c'est une partie quand même, une grande partie du sud de la Syrie, jusqu'à Damas, une partie du Sinaï bien sûr, et puis aussi la Cisjordanie, et aussi d'ailleurs un petit bout de ce qui est pour l'instant jordanien, carrément. Donc si vous voulez, tout ça se mélange dans une espèce d'explosion euphorique. Et cet accord qui vient de se régler, évidemment, de se conclure à Sharm el-Sheikh, quelles que soient ses limites et les risques associés, peut laisser penser que le meilleur reste à venir. Mais le meilleur pour Israël n'est pas le meilleur pour les États-Unis. C'est là qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les États-Unis soient de nouveau entraînés dans un soutien à des frappes israéliennes contre l'Iran, ou même, simplement l'idée est peut-être juste d'encercler l'Iran, de l'affaiblir, de se servir pour ça
des monarchies du Golfe, d'essayer de nouveau de raviver le clivage sunnite-chiite, qui était une tentative depuis longtemps des Américains et des Israéliens, mais que les Saoudiens et les Iraniens avaient commencé à mettre en échec en 2023. J'en parle toujours parce que c'est très important, le moment où les Iraniens et les Saoudiens avaient fini par se dire mais on nous joue tout le temps les uns contre les autres, mais est-ce bien de notre intérêt? Est-ce que nous n'aurions pas plutôt intérêt à faire descendre les tensions pour pouvoir nous développer à l'échelle régionale et trouver des modus vivendi? Bon, ça, évidemment, ce n'est pas ce que souhaite ni Israël ni Washington. Bon, bref. Donc, on est encore dans une phase extrêmement dangereuse pour toute la zone du Moyen-Orient, il faut être clair. On ne parle même pas des milices islamistes type ISIS qu'Israël est en train de réveiller et de mettre à l'intérieur de Gaza. On est vraiment dans une situation encore dangereuse. Le Hezbollah non plus n'a pas été détruit, il a été décapité, certes, par une campagne d'assassinat ciblé, mais il n'a pas non plus dit encore son dernier mot. Bref, en tout cas, toute la région est balkanisée, atomisée, fragmentée. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément à la merci des ambitions israéliennes, en tout cas qu'elle va se laisser faire face aux ambitions israéliennes et américaines, même si c'est vrai que la Russie, elle est un peu laissée tomber pour l'instant. Enfin, ils essaient quand même de tenir leur base en Syrie, d'exister malgré tout. Ils font des accords avec le Soudan. Voilà, en tout cas, l'Iran est toujours dans la ligne de mire, est furieux évidemment contre les Européens. Et là, on voit bien que la recolonisation a été totale. Les Européens se sont laissés faire et ont mis en place finalement le maintien, ont empêché la levée des sanctions, donc ce qu'on appelle le snapback, pardon. Et donc la situation est tout de même toujours très aléatoire pour l'Iran. Bon, donc j'en viens à ce qu'on peut comprendre, si vous voulez, à partir de ce qui se passe au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du conflit en Ukraine et de la relation russo-américaine à propos de l'Ukraine? Bon. Il est clair que la Russie a compris que le sommet en Alaska du 15 août n'avait pas porté de fruits particulièrement sucrés, c'est le moins qu'on puisse dire, ça n'a même rien donné. De là à penser que c'était une mascarade, c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas ça n'a rien donné parce qu'entre-temps, les intransigeants autour du général Kellogg ont repris la main, malheureusement, sur la ligne pragmatique. Les Russes, ils ont aussi compris que Trump n'est quand même pas très sérieux à propos sur le thème de reprendre de bonnes relations, de remettre sur pied en fait des relations honnêtes, honorables, en tout cas respectueuses entre la Russie et les États-Unis. Et donc Moscou finalement pour l'instant se dit qu'on est peut-être au bord d'une escalade américaine en Ukraine, ou de nouvelles frappes plus lourdes contre l'Iran, ou une sorte d'action un peu d'éclat contre le Venezuela, ou tout à la fois, parce que ils sentent que Trump est dans un espèce d'état d'excitation assez inquiétant, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que Poutine cherche à calmer le jeu, sur le prix Nobel de la paix, à plutôt expliquer que ça n'est pas grave du tout, qu'il n'a rien manqué, à reconnaître ses efforts au Moyen-Orient. Enfin bref, les Russes disent un certain nombre de choses extrêmement aimables à un Trump qui, lui, est en train d'expliquer
qu'il va peut-être autoriser des tomahawks américains, enfin la fourniture de tomahawks américains aux Ukrainiens, probablement payés par les Européens naturellement, d'une manière ou d'une autre, pour frapper la Russie dans la profondeur. Bon, il dit qu'il ne sait pas encore, mais qu'il va voir, mais que peut-être, mais que si la Russie ne vient pas à la table des négociations, enfin, toujours le même cinéma, c'est-à-dire au lieu de se dire, pour que la Russie vienne à la table des négociations, il faudrait peut-être commencer à discuter les choses sérieusement. Il dit, oui, elle ne veut pas, en fait, elle ne veut pas accepter cette espèce de plan ridicule, léonin, c'est incompréhensible, voilà. Et puis on a derrière, bien sûr, la France avec notre président qui explique qu'il va falloir que la Russie se mette à la table des négociations, sinon elle va en payer le prix. Bon, alors on se demande quel prix la France peut faire payer à la Russie. Enfin bon, ça c'est trop, je ne veux pas en parler parce que j'ai peur de devenir trop ironique. Bref, on est dans une période de confusion et de danger. Et je pense que donc on peut tirer un certain nombre de conclusions de ce qui se passe au Moyen-Orient par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Alors, vous savez d'abord qu'il y a eu un article dans le Financial Times, enfin non, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, qui a expliqué que par le menu, et selon des sources de haut rang, n'est-ce pas, c'est ce qui est toujours un peu suspect, parce qu'il y a tellement de propagande et tellement aussi d'actions de déstabilisation via les médias entre les diverses écoles et les diverses chapelles de l'État, du globalisme, si vous voulez, américain et britannique, qu'on ne sait jamais vraiment trop si c'est du lard ou du cochon. En tout cas, il y a eu un article du Financial Times disant que les États-Unis étaient clairement ceux qui aidaient les frappes ukrainiennes dans la profondeur à être coordonnées, et notamment lors des dernières frappes ukrainiennes sur les installations énergétiques, enfin électriques russes, et aussi de gaz d'ailleurs, sur les infrastructures gazières. Et que tout ça, c'était bien sûr toujours pour affaiblir Poutine, l'économie de Poutine, et le pousser à venir négocier. Si vous voulez, déjà cette phrase « weaken Putin's economy and bring him to the negotiating table », c'est déjà une contradiction dans les termes. Qui, sur cette planète, peut s'imaginer que c'est en frappant les infrastructures russes que l'on va pousser la Russie à venir à la table des négociations? Est-ce qu'on prendrait la Russie pour l'Ukraine? Est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le fait que c'est inconcevable pour les Russes? C'est tout simplement inconcevable. Même s'ils prennent des coups, ils ne vont pas pour autant aller à la table des négociations, puisqu'ils savent très bien que les termes de la négociation qu'on leur propose ne sont pas recevables par rapport à leurs préoccupations. Mais on continue. Donc en gros, bon, cet article explique que ce soit le renseignement, que ce soit le ciblage, que ce soit enfin, comment dirais-je, toutes les coordonnées, le positionnement des armes, etc., tout ça est fait grâce aux Américains. Bon. Voilà, l'altitude, les décisions, le timing, etc. Et donc tout ça, ça aide. En fait, les Américains sont derrière une grande partie des attaques de drones ukrainiens sur la Russie. Bon, et c'est comme ça qu'ils arrivent, pour certains, à échapper aux défenses aériennes russes, au système anti-aérien russe, etc. Ils fournissent du renseignement sur les sites vulnérables. Bon, alors, est-ce qu'on peut accorder du crédit à cet article? Méfiance. Bon, on sait ce que valent ces sources. On sait qu'évidemment, fabriquer ce type de soi-disant fuite, à qui profite le crime? Évidemment, à ceux qui ont envie qu'il n'y ait pas de rapprochement entre Moscou et Washington. Or, on sait qu'il y a toujours des contacts. Et ça passe même d'ailleurs par Melania Trump elle-même, qui, quand elle a vu Poutine en Alaska, avait pris langue avec lui sur la question des enfants ukrainiens. Vous savez qu'il
Les Ukrainiens racontent qu'il y a 20 000 enfants ukrainiens qui ont été enlevés par les Russes, etc. Bon, pour l'instant, je crois que le décompte, c'est 339. Et donc, Melania a réussi, par un espèce de canal qui a été institué, à faire en sorte que Poutine s'intéresse à la question et, en geste de bonne volonté, fasse en sorte de réunir, je crois, 8 ou 10 enfants ukrainiens avec leur famille. Bon, bref, enfin, voilà. Bon, en tout cas, il y a des contacts, il y a des discussions, il se passe des choses et il n'est pas impossible, il faut l'espérer, que Donald Trump ait encore quelques ambitions et quelques envies de conclure des accords énergétiques et économiques et financiers avec la Russie. Mais évidemment, il a affaire à fortes pressions intérieures, comme je vous l'ai déjà expliqué. Bon, donc il n'est pas impossible que ce type d'article, ce soit faux, soit faux, et qu'en fait, il s'agisse juste de détruire, si vous voulez, de faire en sorte que les Russes se disent décidément, vraiment, ces Américains sont vraiment derrière tout. Et voilà. Et donc, ce serait une confirmation, si vous voulez, que ce que dit Poutine est vrai. Et ce que dit Poutine, eh bien, c'est que cette guerre n'a pas du tout une guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais c'est une guerre de la Russie contre l'OTAN. Voilà. Alors, après, donc, vous avez l'affaire des Tomahawks. Bon. Il faut quand même se rendre compte que même Biden n'était pas allé aussi loin. Donc, alors là aussi, est-ce que Trump dit ça pour faire le malin, pour apparaître fort, pour faire le type qui n'a peur de rien, après avoir été finalement mis en échec, puisque Poutine a dit non, moi je ne discute pas sur ces bases-là, soit on traite les questions sérieuses, soit on ne les traite pas. Je ne veux pas de cessez-le-feu, ça ne m'apporte rien, ça ne sert à rien, ça apporte juste à l'Ukraine. Voilà. C'est une vraie question, car après tout, des F-16 ont fini par être fournis, des ATACMS ont été fournis, des Storm Shadows ont été fournis. Tout ça ne devait pas être fourni. Donc, si vous voulez, les lignes rouges, en tout cas américaines, du côté américain, ont été franchies allègrement. Ça pourrait être une de plus. Alors Poutine a tout de suite dit, et d'autres aussi d'ailleurs à Moscou, que de toute manière, même si il y a des comment dirais-je, des Tomahawks, pardon, qui sont donnés aux Ukrainiens. D'abord, il a dit que ce type de missile, ce type de lancement, si vous voulez, de système ne peut pas être opéré sans soutien concret, sans opérateur américain. Mais il a dit que ça ne changera rien de toute façon à l'équilibre des forces sur le terrain. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas de gagner ce qu'il a gagné. En revanche, ça apportera un coup décisif aux relations, évidemment, russo-américaines. Tout ça est très logique. Ce n'est pas la peine d'insister. Ça minera la relation de toute façon. Mais ce que les Américains n'ont pas l'air de bien comprendre, c'est que quand Trump explique qu'il va peut-être accepter de livrer des Tomahawks, mais combien, bon, de quelle version, etc., à la Russie, il y a beaucoup de gens en Russie que ça réjouit. Pourquoi ? Mais parce que ça donnera une occasion, et ça rendra nécessaire pour Poutine d'accélérer les opérations et d'aller vers finalement l'acquisition optimale des objectifs de guerre de la Russie, de l'opération militaire spéciale. Donc ça, c'est quelque chose que probablement du côté occidental, on n'en a pas conscience, parce que comme Poutine est un dictateur, n'est-ce pas, il fait les choses contre sa population, contre son état-major, contre tout le monde. C'est pas tout à fait vrai. Voilà. D'une certaine manière, le fait que soient remplis les objectifs de l'opération militaire spéciale
intéresse beaucoup de gens qui considèrent que Poutine est trop gentil, qu'il mise trop sur la bonne volonté et l'intelligence américaine, et que comme il gagne sur le terrain, il se permet d'être trop souple, voire trop mou, vis-à-vis des Américains. Et c'est vrai que c'est une question qui finit par se poser. Est-ce qu'à force, finalement, d'avoir gagné militairement, il ne se met pas en situation, à un moment donné, de ne pas voir venir une escalade américaine ou une frappe soudaine américaine? Si vous voulez, on l'aurait usé d'une certaine manière, non pas militairement, mais on l'aurait usé politiquement et symboliquement, d'une certaine façon. Voilà, en le poussant à toujours prendre, j'allais dire, de la hauteur, ne pas répondre aux provocations, donner du temps au temps, donner le bénéfice du doute, ne pas tomber dans les pièges, etc., etc. À force de ne pas tomber dans les pièges, on risque de tomber dans un piège énorme, quand on est du côté de la Russie, quand on est lui, si vous voulez, qui est de ne pas voir venir une hostilité décisive qui, à un moment donné, pourrait exploiter cette perception finalement trop politique du président russe, voilà, et trop indulgente. Bon, on me dirait, quand je parle d'indulgence de la Russie, évidemment, encore une fois, c'est un scandale pour beaucoup de gens, mais c'est quand même la réalité. En tout cas, il y a ce qu'on appelle les turbo-patriotes, si vous voulez, en Russie, et ceux-là, le jour où il y a des tomahawks, c'est quand même servi sur un plateau d'argent pour eux, pour aller dire au président, mais attendez, là, il faut quand même, il faut en finir avec l'Ukraine, quoi. Il faut vraiment mettre l'Ukraine à genoux par un certain nombre de frappes décisives pour lesquelles on a tous les moyens, sauf qu'on fait ça tout doucement, tout doucement, tout doucement, en attendant que quelque chose se détende, voilà, soit possible sur le front diplomatique. Donc c'est ça dont je voulais vous parler. L'évidence de la victoire militaire russe sur le terrain peut conduire Vladimir Poutine à mésestimer la partie adverse, que ce soit les Américains, que ce soit l'OTAN ou que ce soit même les Européens, et à se montrer trop modéré, trop tempéré. En face, on prend ça pour de la faiblesse, on en profite, on continue, on escalade. Vous avez vu toute la série là, des soi-disant attaques de drones russes, etc. Tout ça a été très largement débunké. En fait, oui, il y a peut-être eu quelques attaques, mais ce n'est pas des attaques d'ailleurs, c'est des drones de surveillance. Mais pour le reste, tout est retombé comme un soufflet, simplement, comme d'habitude. Vous savez, c'est le premier coup qui compte, les démentis, on s'en fiche un peu. Mais voilà, Poutine pourrait être endormi, si vous voulez, un peu ronronnant dans cette espèce de train-train d'une guerre dont il aimerait bien pouvoir discuter, un, les causes profondes, deux, les moyens de règlement sérieusement avec les États-Unis. Mais si en face, les États-Unis poussaient Trump, quand je dis les États-Unis, c'est-à-dire le deep state, c'est-à-dire les néoconservateurs, c'est-à-dire les va-t-en-guerre, c'est-à-dire ceux qui veulent continuer cette guerre d'usure, pourraient pousser Trump à lancer une attaque ou à patronner une attaque dans la profondeur russe, en s'imaginant que Poutine ne réagira pas. Et là, il sera bien obligé de réagir. Voilà. Donc c'est ça qui est très dangereux. C'est ça qui est très dangereux, c'est finalement de ne pas accepter un véritable dialogue et de rester chacun, parce que les Russes aussi, d'une certaine manière, restent dans leurs a priori mentaux à propos des Américains et des Européens. Mais nous, en tout cas, c'est clair qu'on reste dans les mensonges que nous nous sommes nous-mêmes dit pour nous convaincre. Voilà, que la Russie avait attaqué de manière non provoquée, que la Russie était faible, mais que la Russie voulait en même temps dévorer toute l'Europe, pas de contradiction, etc., etc., etc. Et donc, on est engoncé dans cette gangue, en fait,
de mensonges, d'inexactitudes, de mépris, d'incompréhension, d'ignorance et de prétention. Et tout ça, c'est lourd et c'est dangereux. Bon, donc, voilà, le bluff de Poutine. Poutine bluffe. Non, Poutine ne bluffe pas. C'est pas parce qu'il ne réagit pas qu'il bluffe. C'est parce qu'il espère. Mais a-t-il raison d'espérer? Jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable, nous, à un moment donné, de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On va au choc? Bon. Voilà. Alors après, sur le terrain, les avances se poursuivent, hein, Kupiansk, tout ça se poursuit, voilà, et de plus en plus. Bon, tout a été débunké, y compris nous qui sommes allés à raisonner avec nos commandos dans les eaux internationales, un soi-disant tanker de la flotte fantôme russe. Bon, c'est complètement ridicule, finalement il a pu reprendre sa route, on n'avait rien à lui reprocher, on n'a rien trouvé sur les soi-disant drones qui seraient partis de son bord, le Boracay, hein. Voilà, il n'y a pas eu de charge retenue contre lui, à part ne pas obéir aux ordres de s'arrêter qui lui avaient été donnés par la marine, qui lui avaient été donnés par la marine française. Donc il n'y a pas de drones, les fameux drones qui soi-disant avaient gêné le trafic à l'aéroport de Copenhague, tout ça c'était du flan. Et puis il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle la flotte fantôme, en fait c'est juste une flotte dont les navires ne sont pas assurés en Grande-Bretagne, qui effectivement naviguent sous drapeau, sous drapeau de pays avec des juridictions un peu floues, souples. Il faut aussi savoir quand même que, contrairement à ce qu'on raconte, on peut acheter du pétrole russe. Hein, ça n'est pas interdit. C'est simplement qu'il y a un prix, on ne peut pas l'acheter à plus de 60%, 60 $ du baril. Donc, si vous voulez, il y a toute cette espèce de... Tout ce brouillard de propagande, de faux éléments, de faux faits, etc., qui font qu'on a l'impression que la Russie a des navires quasiment corsaires, n'est-ce pas, qui traversent les mers du globe, et que tout ça est absolument scandaleux. C'est pas vrai. D'abord, je rappelle qu'un certain nombre de pays européens, dont le nôtre, je crois, utilisent encore du pétrole russe. Et puis, voilà, c'est de bonne guerre, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire ils essaient d'échapper aux sanctions, parce que c'est logique. Hein, si on avait des sanctions, on essaierait d'échapper nous aussi. Bon. Donc, on est là encore dans des bêtises inutiles. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, quoi qu'il arrive, de toute façon, la Russie, et je pense qu'elle commence à le comprendre, continuera toujours à avoir le mauvais rôle dans les médias occidentaux. Hein. Ce sera toujours cette réputation épouvantable qui lui sera faite. Et donc, finalement, je crains que tout notre activisme belliqueux ne fasse que la pousser dans la réalisation finalement maximaliste de ses objectifs initiaux. Je rappelle, la dénazification, la démilitarisation, la reneutralisation de l'Ukraine, etc., etc. Donc toujours les mêmes. Voilà, on est en train de perdre vraiment toutes les occasions, non seulement d'aider ce qui reste de l'Ukraine, mais de parvenir à retrouver un équilibre pour la sécurité en Europe.
Je rappelle aussi, enfin je ne sais pas si vous avez passé ça, que maintenant on en est à réfléchir dans les cercles de l'OTAN à l'idée d'une couverture aérienne, ce que demandent les Ukrainiens depuis le début du conflit, qui serait d'abord sur la partie ouest de l'Ukraine, mais qui pourrait s'étendre le cas échéant jusqu'à Kiev, le moment venu. Donc on continue, on fait des exercices. Bon, ça encore, c'est assez logique. En ce moment, il y a les exercices Steadfast de l'OTAN. Mais on est toujours dans cette espèce de recherche du harcèlement, du grignotage, de l'énervement, de l'agacement. On attend une réaction de Vladimir Poutine qui puisse justifier notre escalade. Et c'est ça qui est quand même vraiment à la fois pathétique de bêtises et quand même inquiétant, malgré tout. Il ne faut pas oublier quelle est la puissance russe. Voilà, et qu'il y a des limites à un moment donné à la tempérance. En tout cas, il peut y en avoir. Y compris donner de l'intérieur sur le pouvoir, avec des pressions exercées sur le pouvoir pour qu'il y ait une réaction forte. Je vous remercie de votre attention. J'ai été trop longue, ça fait 1 heure, mais enfin, il fallait parler de tout ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Likez, partagez, aidez-nous, aidez-moi, soutenez-nous, soutenez-moi. Et à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle mondoscopie. À très vite. Au revoir, chers amis. Bonne soirée.